Jeudi 14 novembre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. La Banque Ouest-Africaine de Développement a 40 ans de parcours. On retiendra surtout que la BOAD, de sa création à nos jours, a financé plus de 700 projets de développement pour un montant de plus de 2800 milliards de francs CFA. Le 40e anniversaire de l'institution financière a été marqué à Lomé au Togo par un colloque sur les nouveaux défis et les nouveaux enjeux qui se posent aux banques régionales de développement. Toutes les sommités de la finance régionales se sont retrouvés dans la capitale togolaise pour prendre part à ces échanges. 4 chefs d'État de la sous-région, parmi lesquels le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Envoyés spéciaux, Yaya Konaté, Aliou Touré. À l'accueil du président Ibrahim Boubacar Keïta ce mardi à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, 2 chefs d'État, le président togolais Faure Gnassingbé, mais aussi le Nigérien Issoufou Mahamadou, arrivé quelques instants plus tôt dans la capitale togolaise. Accueil conjoint donc pour 2 chefs d'État venus ici pour la même cause, la célébration des 40 ans de la Banque Ouest-Africaine de Développement, institution commune de financement des États membres de l'UEMOA dont le siège est à Lomé. Avec le président béninois Yahi Boni, c'est un large panel de chefs d'État de la région qui a donc présidé ce mercredi l'ouverture du colloque marquant le 40aire de la BOAD. C'était dans la salle des fêtes du complexe Lomé 2, un anniversaire aux allures donc d'un mini-sommet placé sous le signe de la réflexion. Le sens de ce colloque, c'est faire le point, c'est la régénérescence, la revitalisation et puis l'efficacité par rapport aux besoins de nos pays. Nous sommes contents de ce que nous avons fait, mais nous ne dormons pas sur les 2 oreilles ou sur les lauriers. Nous essayons de nous projeter dans le futur et de faire encore mieux. 40 ans d'existence et un parcours salué autant par le président du pays hôte que par celui de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Ce parcours quarantenaire en chiffres donne plus de 2800 milliards de francs CFA investis dans environ 700 projets de développement que l'on peut décomposer en 60% de projets nationaux et 40% de projets intégrateurs. À l'heure de ce bilan d'étape, les hommages et les éloges se sont multipliés à la cérémonie d'ouverture. L'institution, jusqu'à présent, répond à nos attentes en tant qu'État et d'abord citoyen de ces États-là. Je crois que c'est une institution de développement qui a été créée pour accompagner justement nos États dans leur œuvre de développement dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de la croissance. Et à ce niveau, il est heureux de constater qu'ils interviennent sur les 2 fronts, au niveau du développement des infrastructures en matière de projets régionaux, mais également au niveau de l'appui au secteur privé, qui, comme vous le savez, a beaucoup de difficultés à avoir des ressources longues. Et de ce point de vue, la banque a joué jusque-là son rôle en matière d'accompagnement de ce secteur privé, avec des fortunes plus ou moins heureuses, dépendant justement de l'opérateur accompagné, mais nous pensons qu'elle est sur la bonne voie. Pour ces 40 ans, la BOAD a choisi de porter la réflexion sur les nouveaux défis et les nouveaux enjeux qui se présentent aux banques sous-régionales de développement. L'ambition, c'est de faire de la BOAD une banque de développement forte et de référence dans un marché commun régional. Réflexion à laquelle les chefs d'État réunis à l'occasion de la cérémonie d'ouverture ont apporté leur contribution. Il me paraît essentiel, après un parcours qui s'étale sur 4 décennies, de tout mettre en œuvre afin que durant les prochaines années, la BOAD devienne une banque régionale de développement encore plus forte, une banque de référence mondiale pour le financement des projets de développement intégrateurs. En termes de défis, je voudrais en évoquer avec vous notamment 4 principaux, dont le relèvement conférera à notre institution le statut, l'autorité, les attributs indispensables lui permettant de jouer son rôle d'instrument d'intégration régionale. Le premier défi est celui du renforcement de sa mission de banque régionale d'investissement. Le second défi est celui de la création d'un fonds de financement de l'élimination de la pauvreté. Le troisième défi est celui des financements spéciaux. Le quatrième défi est celui de faire de notre institution
un véritable instrument d'intégration régionale. La réflexion sur le sujet continue à Lomé où sont réunies toutes les sommités de la finance sous-régionale. Après la cérémonie d'ouverture, les présidents du Mali, du Niger et du Bénin se sont retrouvés au palais présidentiel de Lomé pour un déjeuner autour de l'hôte de la rencontre, le président Faure Gnassingbé. À noter que la veille, quelques heures après leur arrivée, les présidents nigériens et béninois ont rendu une visite de courtoisie au chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, à sa résidence à la cité de l'OUA. Ibeka, dont la présence ici a été salué par ses pairs comme un signe du retour du Mali sur la scène internationale. Un Mali, selon le président togolais, plus que jamais déterminé à relever les défis de la paix, de la sécurité et du développement économique et social. En 40 ans de parcours, la BOAD a fait la preuve de son utilité et de sa raison d'exister. C'est ce que pense aussi le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État salue l'effort de l'institution sous-régionale IBK, est au micro de nos envoyés spéciaux. Je reviens de Lomé, où avec nos frères du Bénin, du Togo, du Niger, et maintenant les chefs d'État d'autres pays de l'UEMOA, nous avons fêté les 40 ans de la BOAD, notre Banque régionale de développement, qui en 40 années a fait beaucoup pour le développement de nos pays. Et le président en exercice de l'Union économique et monétaire l'a dit ce matin, si une telle institution n'existait pas, il aurait fallu la créer. Tant elle a démontré dans tous les domaines, celui des infrastructures, celui du développement rural et agricole, celui de la santé, celui du front social, des écoles. Bref, dans tous les domaines d'activité de nos pays, la BOAD a fait ce qu'elle a pu. Et nous avons donc renouvelé notre confiance en l'équipe dirigeante, souhaité que la BOAD diversifie encore ses interventions et qu'elle fasse également en sorte que le concours au développement de nos pays se développe davantage encore. Les pays sont toujours des vendeurs, nous ne sommes jamais satisfaits, mais pour une banque régionale de développement, en 40 années, elle a démontré qu'elle avait vraiment une utilité et une raison d'exister. Pourquoi nous en sommes félicités. Les anciens responsables de la BOAD, dont le président Boli Yaye lui-même, qui a été durant 11 ans le président de cette institution, tout le monde s'est félicité donc de la parfaite santé aujourd'hui de la BOAD et a souhaité que notre banque régionale continue sa belle œuvre. Nous avons, je dois le dire aussi, reçu un accueil très chaleureux de la colonie malienne, vous l'avez vu. Il est dommage que nous n'avons pas eu le temps de la rencontrer hors les rencontres, ayant dû quitter tôt le Togo en raison de l'agenda du président togolais lui-même. Mais je voudrais les remercier vivement de leur accueil. Remercier également le peuple togolais et ses dirigeants de l'accueil fraternel et très très chaleureux que ma délégation et moi-même avons reçu en terre africaine du Togo. Cela n'est pas pour me surprendre, je connais bien ce pays et je sais la chaleur de son accueil et je sais également l'affection que je trouve personnellement chaque fois que je m'y rends. Voilà ce que je voudrais vous dire en souhaitant encore une fois bon vent à la BOAD. Ici, au Mali, le Premier ministre Oumar Tatamli, à la tête d'une forte délégation composée de 7 membres du gouvernement, était hier en visite de travail à Gao. Sur place, il a rencontré les notabilités, échangé avec la société civile, les chefs de service et les forces armées maliennes. Le Premier ministre a trouvé cette visite très utile. Il l'a dit au micro de Daouda Zoumana Traoré. L'objet de cette visite à Gao, c'est de rencontrer l'administration, les représentants de la société civile, donc la population, et de venir ici au PC opérationnel de l'opération Maliba, de façon à tout d'abord à marquer la considération du gouvernement pour tout le travail qui est effectué, les conditions difficiles dans lesquelles ce travail est effectué, et apporter tout le soutien que le gouvernement peut apporter dans les circonstances actuelles. J'ai mis à profit ces rencontres, ces séances de travail pour présenter les grands axes de la politique du gouvernement qui ont été fixés sur les recommandations, sur les instructions et les orientations du président de la République.
pour présenter également le programme d'urgence qui est actuellement en cours, qui doit permettre de prendre en charge un certain nombre de situations d'urgence dans le secteur de l'énergie, la disponibilité d'électricité, dans le secteur de l'emploi des jeunes, dans le secteur agricole pour la relance de l'activité dans les périmètres irrigués. Et puis pour écouter les populations, écouter, prendre la mesure des difficultés, des questions qui restent, qui doivent être résolues. Nous avons beaucoup parlé de redéploiement de l'administration, des conditions concrètes dans lesquelles cela doit se faire. Cela a été envisagé et cela est en train de se faire. Nous avons eu des échanges très instructifs, très émouvants aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup de frustrations accumulées et auxquelles nous devons être très attentifs et qui doivent être prises en charge de la manière la plus appropriée. À cet égard, la mise en place prochaine de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation apportera, je pense, des réponses appropriées à toutes ces souffrances accumulées. Toujours à l'intérieur du pays, à Sikasso, là-bas, le gouverneur de région a visité mardi le centre d'instruction militaire de Koutiala. Dans ce centre, c'est plus de 1000 recrues qui sont en formation. Selon les instructeurs, ces jeunes sont aujourd'hui prêts à être opérationnels sur le théâtre des opérations Idrissa Goulou-Sissoko. Situé à quelques kilomètres de la ville de Koutiala, le centre d'instruction militaire forme depuis juillet dernier 1013 recrues au métier des armes. Pour le moment, on n'a pas de problème et on est sûr que, d'après les encadreurs, vous avez entendu que les gens sont prêts à être déployés sur le terrain, même aujourd'hui. Et ils sont fiers de le dire parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est des professionnels que j'ai ici, autour de moi. Et avec les recrues, ils ne badinent pas. C'est la formation sans complaisance et professionnelle. En se rendant dans ce centre, le chef de l'exécutif régional voulait s'enquérir des conditions de formation des futurs soldats. Après une présentation du centre par les officiers, il a visité la cuisine, l'infirmerie et les tentes avant d'assister à un défilé des recrues. C'est au champ de tir qu'il a pu apprécier la qualité de la formation. Les impressions sont très bonnes par rapport à ce que j'ai vu ce matin. Et au niveau du centre où le colonel Nema est en train de se battre comme un beau diable pour mettre ces hommes dans un minimum de conditions de travail. Et par rapport à ce que nous avons vu aussi sur le champ de tir, parce que c'est ce que nous avons toujours déploré, nos formations étaient un peu trop biaisées, et par rapport au temps et par rapport au programme. J'étais très ravi d'entendre les encadreurs disent qu'ils sont à 75% d'exécution de leur programme de formation. Il reste seulement 1 mois et demi qui sont dans les délais. Ça veut dire que rien n'est laissé au hasard. Probablement en décembre, ces jeunes soldats seront opérationnels sur le théâtre des opérations. D'une ville à une autre, Bandiagara en 5e région est la toute première destination touristique du Mali. Cette activité a considérablement chuté du fait de la crise. Aujourd'hui, il est question d'aller vers un tourisme national où les Maliens se servent du passé pour préparer le futur. Et c'est dans cette optique qu'un monument culturel vient d'être érigé au cœur de la cité d'Inangabanou. Il retrace l'histoire du plateau d'Ogon. Envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Moulaï Sidibé. Bandiagara, ville fondée en 1903, souffle ses 110 bougies. Ville cosmopolite de brassage de peuples, carrefour de civilisation, le nom Bandiagara signifierait la grande écuelle. Et c'est cette écuelle qui caractérisait le fondateur du village. Il s'agit de Nangabanu Tembeli. Nanga, c'est nécessité, fructueux ou nombreux. Et maintenant, Banu, c'est... Il y avait d'autres Nangas au village d'origine qui étaient noirs. À lui, il était teint rouge. C'est Nanga, Banu, donc Banu s'est été qualifié selon son teint. Nanga rouge. Et maintenant, ton nom de famille, c'est Tembene, qui a été écrit Tembeli par les colonialistes. Tembene, ça veut dire que les Dogons, en général, les Dogons, en partant du Mandé jusqu'à un pays Dogon, n'a jamais
était brutal, n'a jamais voulu occuper d'autres régions et d'autres peuples pour les garder comme captifs. Et c'est ce monument qui symbolise désormais celui-là qui est considéré comme le génie protecteur de la ville. Mais qui est véritablement cet homme? Il représente le bon sens. Il était d'abord cultivateur. Voilà ce qu'il représente un peu aussi l'union. Il ne faut pas être paresseux, travailleur. Ce monument sert donc d'abreuvoir pour la jeune génération en perte de repères. Ceux qui se trouvent dedans, ceux qui ne se trouvent pas dedans, ils s'excluent lui-même. Un pays de Dogon. Il ne faut pas chercher à s'approprier pour soi-même une terre. Ce monument long de 33 mètres de hauteur s'annonce comme un instrument qui contribuera à donner au Dogon son prestige d'antan. Cette bâtisse vient ainsi rallonger la liste des monuments culturels dans le pays de Dogon avec ses nombreux sites d'attraction et autres masques comme par exemple ceux-là qui sont venus de Djigibombo. Le cercle de Bajangara se singularise par son style architectural. Et cette ville a vu naître des personnages qui ont marqué l'histoire du Mali. El Hadj Omar Tall, Yambou Wologem, Amadou Ampateba, Tchornosei Boukartal, pour ne citer que ceci. Et pour mémoire, le site de la falaise de Bajangara est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1989. Le plateau Dogon. Hors de nos frontières maintenant, en Égypte, débat autour des libertés individuelles. En effet, à l'université Mansoura, au nord du pays, des manifestations d'étudiants, des pros et anti-Morsi s'affrontent. C'était hier à l'université de Mansoura, au nord du Caire. Une manifestation d'étudiants dégénère, des pros et des anti-Morsi s'affrontent, échange de pierres et entre les deux la police qui fait usage de gaz lacrymogène. Au même moment, la justice égyptienne ordonnait, 2 jours avant la date prévue, la fin de l'état d'urgence. Une situation qu'avaient imposée il y a 3 mois le général Sissi et le président par intérim Adli Mansour, après les violentes manifestations qui avaient fait plus d'1 millier de morts. Pour les Égyptiens, la fin de l'état d'urgence signifie aussi la fin du couvre-feu. Mais les avis restent partagés sur la pertinence d'une telle décision. Je ne suis pas d'accord avec la fin du couvre-feu au moment où il n'y a pas assez de sécurité et que le pays n'est pas stable. Le couvre-feu empêchait le business. Je suis d'accord, la fin du couvre-feu est une nécessité. Les gens ont besoin de travailler et de gagner leur vie. L'état d'urgence donnait de larges pouvoirs aux services de sécurité. Il permettait d'arrêter, de perquisitionner sans mandat. Il était perçu comme un moyen de répression. La fin de l'état d'urgence ne signifie pas pour autant une entière liberté de manifester. Le président par intérim compte bientôt promulguer un décret pour réguler les mouvements de protestation, une décision qui suscite déjà de vives réactions. C'est une loi à double tranchant. Si elle est appliquée, il y aura une nouvelle résistance. Les gens ne l'accepteront pas. Le côté positif, c'est que cela montre le vrai visage d'un comportement antidémocratique avec un gouvernement entre guillemets fantoche qui veut faire croire qu'il tend vers la démocratie. Ce projet de légiférer pour contenir les manifestations inquiète aussi les États-Unis qui demandent que soit respectée la liberté de rassemblement et d'expression des Égyptiens. Aux Philippines, après le typhon qui a secoué le pays, c'est la faim qui s'installe. Plusieurs personnes se sont armées pour se livrer au pillage. Le couvre-feu a été même imposé. 5 jours après le passage du typhon Haiyan aux Philippines, les survivants manquent de tout. L'aide arrive pourtant du monde entier, mais les besoins sont immenses. Affamés, assoiffés, certains se sont armés pour se livrer au pillage. À Tacloban, où 10 000 personnes selon l'ONU pourraient avoir trouvé la mort, le couvre-feu a été imposé et des centaines de soldats déployés pour protéger la population. Là-bas, ils tirent, crie cette femme qui préfère fuir. Ceux-là ont creusé dans la rue à la recherche de canalisations qu'ils ont percées pour avoir un peu d'eau. C'est vraiment très difficile parce que nous puisons notre eau à partir d'une canalisation souterraine que nous avons éventrée. Nous ne savons pas si c'est sûr, il faut faire bouillir l'eau, mais au moins on a quelque chose. C'est vraiment pas très sûr parce qu'il y a plein de gens qui sont morts ici. Des morts, il y en a partout, les corps s'entassent, identifiés ou non, il faut les enterrer au plus vite.
Notre principale préoccupation, c'est de trouver un site temporaire pour enterrer collectivement les corps non identifiés et aussi un autre site pour enterrer collectivement ceux qui ont été identifiés. Mais ce mercredi, un enterrement collectif a dû être reporté. Le convoi qui transportait les dépouilles, ayant essuyé des coups de feu, a rebroussé chemin. À l'aéroport de Tacloban, les sinistrés affluent dans l'hôpital de campagne qui a été installé. Les médecins ont enfin reçu mardi un stock d'antibiotiques et d'anesthésiants. Un pont aérien a également été mis en place. Ceux qui ont tout perdu espèrent pouvoir quitter la ville sinistrée. Nous n'avons plus de maison, c'est difficile. L'odeur est épouvantable. Il y a tant de cadavres qui n'ont pas été ramassés. Des prisonniers se sont échappés, des cas de viol et de vol ont été rapportés. Face à l'ampleur des dégâts causés par l'un des typhons les plus puissants qui ait jamais touché terre, les Nations Unies ont lancé mardi un appel aux dons de plus de 225 millions d'euros. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis pour les éditions du soir. Retrouvez Awoy Touré. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.